Et bienvenue pour la suite de l'Aïscope. Alors, nous le savons tous, en marketing, plus une campagne est personnalisée pour son persona, plus elle est efficiente. En parallèle, l'IA générative, on parle souvent de gains de productivité, de gains en créativité, mais l'IA générative est également un superbe levier pour personnaliser ces campagnes marketing, pour les rendre plus efficientes. Et donc, c'est justement le sujet que va nous présenter Antoine et Thomas de Deloitte Digital. Donc, sans plus attendre, Antoine et Thomas, je vous laisse la main pour cette super conférence. Merci beaucoup, Nicolas, et bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, on va vous parler d'IA générative au service du marketing personnalisé. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, on va rapidement se présenter avec Thomas. Je me permets de commencer. Donc, je suis Antoine Sander, je travaille chez Deloitte Digital et je suis spécialisé sur des sujets stratégie, data marketing et expérience client. Et j'accompagne mes clients sur comment réussir à faire plus d'activation marketing personnalisée, notamment en utilisant certains leviers d'IA générative. Et je travaille directement avec Thomas, qui est expert justement sur ces stratégies digitales et de personnalisation marketing, avec qui on travaille sur les mêmes projets. Thomas est d'ailleurs en ce moment même dans un atelier client dans la salle d'à côté, donc il nous rejoindra dans quelques minutes. Il s'excuse de ne pas pouvoir être là tout de suite, mais je prendrai la parole en attendant. Et donc, aujourd'hui, avec Thomas, on a décidé de diviser notre plan en 3 parties. La première partie, c'est pour remettre un peu de contexte, pour comprendre de quoi on parle, parce que l'IA générative, c'est très vaste. Et donc, on voudrait vous expliquer exactement sur quelle typologie d'IA générative on a envie de discuter avec vous aujourd'hui pour la suite. La deuxième partie, c'est vous expliquer les enjeux autour du contenu au sein du paysage digital marketing dont on va parler. Et la troisième partie, on va vous expliquer un concept qu'on développe depuis quelques temps chez Deloitte Digital qui s'appelle la Marketing Content Factory et qui permet de répondre directement à ces enjeux autour du contenu. Donc, sans plus tarder, on va attaquer la première partie qui est l'IA générative pour du marketing personnalisé. De quoi parle-t-on ? Alors, je suppose que sur toutes les conférences auxquelles on a la chance d'assister au cours des 2 jours organisés via l'Aïscope, on a parlé de plein de typologies d'IA générative. Il y a de l'IA générative pour générer par exemple de la voix, pour générer de la musique, pour générer des insights, pour générer des rapports. Mais quand on parle d'IA générative pour du marketing personnalisé, donc du marketing qui va toucher directement le client, et nous, on a l'habitude de travailler plus sur l'IA générative écrite et de l'IA générative visuelle. Quand je parle d'IA générative écrite, je parle de, par exemple, pouvoir générer un email automatiquement personnalisé pour un segment d'audience précis, ce qui va être un gain de temps conséquent. Et quand je parle d'IA générative visuelle, c'est par exemple générer une bannière assez précise et personnalisée que je vais pouvoir pousser sur mon site internet, par exemple. Mais aujourd'hui, avec Thomas, on a pris le parti de vous parler d'une typologie d'IA générative particulière, c'est l'IA générative visuelle. En effet, ça fait déjà longtemps qu'on parle d'IA générative écrite. Il y a eu beaucoup de révolutions au cours des dernières années et beaucoup d'acteurs se sont déjà penchés sur ce sujet et on trouve que l'IA générative visuelle est encore sous-exploitée par rapport à l'impact qu'elle peut générer sur des activations marketing pour nos clients. Et donc, on a décidé de faire un focus seulement sur l'IA générative visuelle aujourd'hui. Et en effet, l'IA générative visuelle, elle est omniprésente sur l'ensemble des étapes du cycle de vie client. On a essayé de vous remettre ici les grandes étapes du cycle de vie client sur des phases d'inspiration, de découverte de la marque, de conversion avec un achat ou encore de campagne de fidélité pour avoir plus de rétention ou pour, par exemple, vendre d'autres produits. Et ce que vous pouvez voir sur les quelques visuels qu'on a récupérés, qui sont des visuels de Nike, qui est un de nos clients sur ces sujets d'IA générative visuelle. Si on prend par exemple sur la phase visibilité et awareness, on va avoir besoin d'un visuel particulier pour une campagne social media, dans ce cas-là sur Instagram. Si jamais on veut avoir des visuels sur son site internet et même personnaliser chaque page, on va avoir besoin d'une grande multiplicité de visuels différents.
On peut aussi recevoir plein d'emails en fonction de notre cycle de vie, par exemple, confirmation de votre achat. Et derrière, si on veut faire des campagnes marketing sur le long terme pour maximiser la rétention ou le cross-sell, eh ben, on a encore besoin d'avoir beaucoup de visuels différents. Donc maintenant qu'on a vu en gros un peu le contexte et qu'on comprend qu'on veut se focaliser sur l'IA générative visuelle, on va vous parler des enjeux autour du contenu dans le paysage marketing digital. Il y a deux tendances qu'on connaît tous, même si les chiffres diffèrent un peu d'une source à l'autre, mais ces deux grandes tendances, je pense que beaucoup d'entre nous les connaissons. C'est que la première, peu importe l'industrie, on sait que nos clients veulent une expérience toujours plus personnalisée, avec notamment 9 personnes sur 10 qui sont plus enclins à acheter auprès des marques, qui les reconnaissent et leur proposent une expérience ou des services ou des produits qui sont personnalisés selon leurs besoins. Et la deuxième tendance, c'est qu'ils veulent qu'on leur délivre cette expérience personnalisée sur différents canaux. Donc, que ce soit par exemple un email sur leur site internet, sur des campagnes médias, sur des réseaux sociaux, etc. Ensuite, on a une autre tendance qu'on trouve très parlante et qui répond en fait directement à ces deux autres tendances, c'est qu'on sait que la demande de contenu visuel, elle va exploser au cours des 2 prochaines années. Elle va faire entre x5 et x10, ce qui est considérable. Et on a voulu, pour essayer de matérialiser et d'identifier concrètement combien de visuels on est censé avoir pour une entreprise avec un scope international pour pouvoir répondre à ces tendances et à ces ambitions de personnalisation, on vous a mis un petit cas concret. Imaginons par exemple que vous avez un site internet avec 100 pages. Ça veut dire qu'il vous faut minimum 100 visuels, étant donné que parfois vous voulez faire de la personnalisation sur ces pages, ou vous allez avoir plusieurs visuels sur ces pages. Et sachant aussi que 100 pages, ce n'est pas beaucoup. Avec SEMJ, on a un client commun qui est un acteur majeur dans le monde de l'assurance, et en gros, leur site a entre 700 et 1000 pages. Imaginons maintenant qu'en plus de ces 100 pages, on veuille faire des activations marketing sur 4 canaux différents, SMS, WhatsApp, email, etc. Imaginons maintenant qu'on a envie de faire ça sur un scope international, avec plusieurs régions différentes, et qu'on veuille le faire de manière personnalisée à l'individu. Et bien, la conséquence, c'est qu'il faut des millions de variations de contenu pour pouvoir répondre à ces ambitions de personnalisation. Et le constat qu'on fait chez Deloitte Digital, c'est que, en fait, quasiment à chaque fois qu'on discute avec un client, c'est qu'ils ne disposent pas assez de contenu pour répondre à leurs ambitions de personnalisation. En fait, quand on parle de personnalisation, en tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai avec 10 ans d'expérience sur ces sujets, c'est qu'on parle presque systématiquement de données. Ce qui est bien, ce qui est normal, c'est un prérequis. Donc, on parle de est-ce qu'on a suffisamment de données pour avoir des vues clients unifiées 360 ? Est-ce qu'on est capable de créer des segments d'audience précis pour leur délivrer une expérience personnalisée ? Mais ça ne sert à rien d'avoir énormément de données et énormément de segments d'audience si on n'est pas capable de leur pousser le contenu personnalisé derrière. Et souvent, on a un peu de disproportion entre ce qu'on est prêt à donner à nos clients en termes de préparation de données et derrière ce qu'on est capable de leur donner en termes de contenus différents. Et c'est d'autant plus important quand on sait que en fait, l'image, c'est un peu la base et que ça a un impact énorme sur tout type de performance d'activation marketing. Je vais vous citer 2 chiffres qui sont assez parlants, je trouve. Le premier, c'est qu'une image est perçue 60 000 fois plus rapidement par le cerveau humain qu'un texte. Et un autre exemple, mais je pourrais vous en citer beaucoup d'autres, c'est que dans une campagne emailing, un email qui a une image a un taux de clic 42% plus élevé qu'un email qui n'a pas d'image. Donc l'image, c'est la base et on essaie de la remettre un peu à l'ordre du jour pour créer plus de personnalisation. Sachez que ces challenges dont je vous parle, presque toutes les entreprises les vivent et les vivent à chaque étape du cycle de vie des contenus. Parce qu'effectivement, quand on parle de contenu, on ne parle pas seulement de génération de contenu. Il faut aussi pouvoir, en amont, briefer les équipes, il va falloir valider ce contenu, il va falloir le stocker, le catégoriser pour l'activer via un certain canal et derrière mesurer la performance de ce contenu pour savoir s'il fonctionne bien ou s'il ne fonctionne pas bien. Et ce qu'on constate, on vous a mis ici quelques tendances, c'est que sur presque chacune des étapes du cycle de vie client, eh bien, on a des irritants qui ressortent.
un des premiers irritants qu'on voit, c'est que seulement 55% des entreprises disent qu'ils ont la capacité de répondre à la demande de contenu, ce qui répond directement aux tendances que j'ai évoquées juste avant. Une autre tendance que je trouve assez forte, je vais peut-être pas toutes vous les citer, c'est sur la partie gestion des assets. Effectivement, quand on parle de millions de variations d'assets, si on n'est pas en capacité de les agréger dans un environnement unique et de les catégoriser automatiquement pour qu'elles puissent être utilisées derrière, on s'y perd et ça devient en fait ingérable. Et 76% des entreprises disent qu'elles sont dans l'incapacité de trouver, stocker facilement leurs assets. Et par assets, on veut dire contenu visuel. Et ça se matérialise donc directement dans la partie activation, où on a 57% des marketeurs qui ont des difficultés à créer des contenus qui attirent différents publics cibles parce qu'il manque potentiellement de variété de contenus. Sachez que ces différentes tendances qui expliquent en gros les irritants qu'on constate dans l'entreprise, on les voit aussi sur différents verbatims qu'on a constatés chez nos clients, que ce soit le CMO, le campaign ou le product manager ou encore les équipes créatives. Je vais vous citer quelques verbatims que je trouve assez parlantes. Pour les CMO, ils dépensent un investissement conséquent pour pouvoir générer ces contenus alors qu'ils n'ont aucune vision de leur ROI. Et souvent, ils passent par des agences externes pour générer suffisamment de contenu pour répondre à leurs ambitions de personnalisation. Mais ils ont peu de visibilité sur qu'est-ce que ça leur apporte derrière. Les campagnes et les product managers, qui sont des verbatims qui nous parlent particulièrement parce qu'on délivre beaucoup de missions de run, d'activités de campagne pour nos clients, c'est que quand ils créent une campagne, ils ne savent pas où trouver facilement leur contenu. Et même quand ils trouvent un contenu, ils ne savent pas si c'est un contenu qui fonctionne très bien ou pas si bien que ça. Et les derniers verbatims qu'on a, c'est au niveau des équipes créa. En fait, elles passent un temps très conséquent à travailler sur des tâches qui sont fastidieuses, comme par exemple du recadrage d'assets. Imaginons que vous avez un asset et que vous voulez le déployer sur plein de canaux différents. Vous allez devoir l'adapter à tous les formats, alors qu'en fait, ça peut être fait automatiquement, quasiment en seulement quelques clics. Donc, elles perdent un temps conséquent et elles quittent un peu en fait le cœur de leur métier à la base, qui est en gros la créa pure. Et donc, au vu de ces différents irritants qu'on constate, que ce soit des tendances ou des verbatims, on a travaillé chez Deloitte Digital sur un concept qui est la Marketing Content Factory. Je vais vous présenter la Marketing Content Factory en attendant mon collègue Thomas. La Marketing Content Factory, c'est une chaîne de valeur qui va reprendre en fait toutes les différentes étapes du cycle de vie du contenu pour y répondre et apporter des solutions technologiques, des apports organisationnels et des processus plus rodés pour que ça fonctionne bien. Vous voyez qu'il y a notamment au début un tronc principal avec de la création et de la production de contenu à grande échelle grâce à des outils d'IA générative. Ensuite, ces outils ils vont être directement incorporés dans un outil de stockage, une sorte de bibliothèque des contenus, mais je vous reparlerai de ça un petit peu plus tard parce qu'on a un focus sur cette partie-là. Et au-delà du stockage, il y a aussi une catégorisation automatique et intelligente qui se fait pour que ces outils puissent être facilement récupérables. Et derrière, il y a bien sûr l'activation et le delivery pour des campagnes marketing plus personnalisées où en fait, les outils d'activation marketing vont piocher directement dans cette bibliothèque de contenu les bons contenus pertinents pour que les performances de ces activations marketing soient maximales. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi deux fonctions transverses qui permettent de fluidifier les process et d'améliorer la performance en continu. La première, c'est workflow et planning, où on travaille sur des solutions qui aident à maximiser les phases de briefing, de validation des assets pour que cette partie qui peut être parfois assez fastidieuse et qui fait perdre beaucoup de temps dans le processus soit gérée de manière plus efficace. Et la partie reporting et insight, où dans beaucoup de solutions, on intègre des KPI de mesure de performance des assets pour comprendre ceux qui marchent le mieux ou ceux qui marchent un peu moins bien. On a essayé de vous construire une sorte de capability map, de cartographie en gros des
capacités technologiques et fonctionnelles qui permettent de répondre à ces différentes étapes du cycle de vie du contenu. Je ne vais pas toutes vous les citer parce qu'elles sont assez denses, mais en gros, notre conviction, c'est que si on travaille sur l'ensemble de ces capacités, on est capable de développer une marketing content factory qui est efficace et qui va permettre d'alimenter toutes nos activations marketing avec un niveau de précision qui est plus efficace. Par exemple, sur les capacités de création et de production de contenu, il y a bien sûr de la génération de contenu grâce à l'IA générative qui peut se faire de manière assez simple. Je vois toutes les questions qui défilent en parallèle à droite, et j'en ai déjà vu quelques-unes avec quelle solution utilisez-vous. Nous, il y a certaines solutions qu'on utilise comme Midjourney ou par exemple Adobe, où ils ont développé notamment leur solution Adobe Firefly. C'est gratuit, je vous invite à aller sur leur site. Vous avez juste à taper sur votre prompt « Je souhaite générer une image avec un palmier sur une plage avec un soleil couchant et un dauphin qui saute à l'horizon », et ben, ça va vous générer ça avec un niveau de précision assez précis. Ce qui est intéressant pour les entreprises, c'est que quand on génère ces contenus, on peut aussi se baser sur un cadre graphique qu'on respecte, où on peut même juste décider de certaines zones qui vont pouvoir être générées via l'IA générative pour être sûr que ça reste cohérent avec l'image de marque et qu'on ne prenne pas trop de liberté. Une autre des capacités sur la partie création, c'est bien sûr l'adaptation au bon format en plusieurs variations pour que vous puissiez les activer sur tous vos canaux marketing différents. Et ça, c'est quelque chose qui se fait de manière automatique. Donc, par exemple, si vous générez ce même visuel de plage avec un dauphin qui saute à l'horizon, vous avez juste à cliquer sur un bouton et la solution d'IA générative connaît tous les différents formats que vous voulez et elle va automatiquement adapter tous vos visuels au bon format, que ce soit rectangulaire, carré, etc., pour que vous puissiez piocher dedans sans avoir à faire les fameuses tâches manuelles que j'ai citées tout à l'heure. Il y a aussi une partie planification et processus qui est indispensable, et je vais vous citer un des exemples qui me paraît particulièrement important. Dans les grandes entreprises, souvent ce qu'on constate, c'est que quand on génère des contenus visuels, il y a des processus de validation qui sont longs et qui font perdre du temps. Et ce qui fait que la capacité à activer ces contenus rapidement, souvent quand on a une campagne qui va durer, je ne sais pas, 3 semaines, elle va être impactée négativement. Donc, avoir des processus de validation des tâches qui vont être optimisées, notamment avec, par exemple, des notifications, eh bien, c'est particulièrement utile. La partie numéro 3, c'est la gestion des assets, notamment via une solution qu'on utilise beaucoup chez Doula Digital qui s'appelle le DAM, le Digital Asset Management. C'est un outil qui va vous permettre de centraliser tous vos contenus visuels et de leur définir des métadonnées automatiques avec une taxonomie qui va se générer automatiquement pour pouvoir les catégoriser avec un niveau de précision assez précis. Donc, quand vous avez des centaines de milliers de contenus ou que vous avez même des millions de contenus, vous allez pouvoir taper dans votre barre de recherche et aller identifier exactement les assets dont vous avez besoin. Sachez que au sein des DAM, il y a beaucoup d'innovations technologiques qui arrivent petit à petit et qui permettent d'enrichir encore plus les fonctionnalités. Par exemple, les outils de GenAI sont maintenant parfois inclus directement dans le DAM. Donc, si vous avez un asset qui est dans votre DAM et que vous êtes un profil métier et pas designer, et qu'en fait, sur votre asset, vous remarquez qu'il vous manque un élément, par exemple un arbre parce que vous voulez avoir une campagne qui soit un peu plus green, et ben vous pouvez définir une zone dans votre image et vous allez incruster de la verdure automatiquement juste en tapant votre requête sur un prompt. Sachez aussi que chez Doula Digital, on a développé une technologie très spécifique qu'on appelle Dragonfly et qu'on intègre directement comme fonctionnalité étendue du DAM et qui permet justement de faire cette catégorisation automatique avec un niveau de finesse avancé, ce qui vous permet d'avoir vraiment énormément de thématiques et de sous-thématiques et d'auto-tagging des assets qui vont se faire dès qu'un asset arrive directement dans votre DAM. Et ça permet bien sûr de faire des activations plus personnalisées et derrière, ça vous permet aussi de mesurer votre performance. Souvent, les performances, j'ai vu aussi quelques questions passer, on peut les mesurer si on a des tags particuliers sur des outils analytics classiques. J'ai vu passer, je crois,
Google Analytics, à confirmer si c'est possible sur Google Analytics, mais en tout cas, je sais que c'est possible sur différentes solutions Analytics. Et il y a aussi des fonctionnalités de mesure de performance des assets qui sont directement inclus dans le DAM, donc dans la partie gestion des assets. Je vais maintenant vous faire un zoom un peu plus précis sur ce fameux DAM, sur ce Digital Asset Management System, qui est en gros la pierre angulaire de la Marketing Content Factory. Je ne vais pas forcément trop vous en parler parce que c'est une slide assez théorique et que j'ai déjà évoqué pas mal d'éléments sur ce que le DAM permet. Mais en synthèse, j'espère que ce schéma vous aidera à comprendre que le DAM, c'est une brique de capacité avec des capacités un peu standards qui sont des capacités de stockage, de centralisation des assets et des capacités un peu plus avancées qui vont vous permettre ce marquage un peu plus automatique pour une activation plus précise derrière. Et en gros, le DAM est automatiquement connecté à tous vos outils d'activation. Donc, si vous souhaitez alimenter votre CMS, Salesforce Marketing Cloud ou Adobe Campaign ou vos outils d'activation média pour faire du display programmatique, et ben, vous pouvez aller piocher directement dans ce DAM les bons contenus. Et il y a d'ailleurs beaucoup de connecteurs automatiques entre tous les outils principaux d'activation marketing qui vont vous permettre d'aller chercher le bon contenu juste avec une petite popine qui va s'afficher depuis votre outil d'activation marketing. Mais qu'est-ce qui change concrètement? Parce qu'en fait, ce concept de Marketing Content Factory, tout le monde le fait. Tout le monde génère du contenu, tout le monde le valide, tout le monde le stocke et tout le monde l'active derrière. Ce qui change concrètement, c'est le fait que l'IA générative et l'IA en général va permettre de créer plus d'automatisation et plus de scalabilité. Et il y a plusieurs capacités technologiques très précises qui sont permises grâce à l'IA générative et qui n'existaient pas forcément avant et qui permettent d'avoir un niveau d'efficacité qu'on n'atteint pas avant. Je vais vous citer peut-être un ou deux exemples. On a par exemple la création de projets et affectation des ressources automatiques quand il y a un asset qui arrive pour pouvoir le valider plus facilement. Ou par exemple, on va avoir du recadrage automatique sans même qu'on ait besoin de le faire en fonction des canaux qu'on a envie d'activer derrière. Je vais maintenant vous parler de quelques impacts sur les entreprises qui ont déployé des stratégies de Marketing Content Factory. La Marketing Content Factory, c'est un sujet chez Deloitte Digital qu'on développe depuis pas mal d'années et on a plus de 1000 références en Europe et aux US. Et donc, les chiffres que vous voyez là, en gros, c'est des résultats de références qu'on a récupérés directement, où on vous en a mis quelques-uns qui sont assez parlants et qui, je pense, vont illustrer la valeur que ça peut apporter. Premièrement, la Marketing Content Factory, ça vous permet une réduction des coûts conséquente, notamment liée aux équipes créatives. Moins 75% des coûts, ce qui est assez logique parce que quand on voit que en fait, toutes les tâches fastidieuses peuvent être quasiment automatisées, ça fait réduire un temps conséquent. On avait même fait une analyse où en gros, la semaine d'un créa peut être réduite de 1/3 grâce aux outils de génération de contenu et d'adaptation des contenus au bon format. Le deuxième impact, c'est efficacité dans la vitesse de publication des contenus, notamment grâce à des affectations des ressources et à des processus de validation des assets qui sont beaucoup plus rapides. Il y a aussi beaucoup plus de qualité et de conformité. Au sein de votre Digital Asset Manager, vous allez pouvoir identifier la charte graphique, le cadre que vous voulez respecter, et le cadre légal que vous voulez respecter, ce qui fait que les assets qui vont être générés ne vont pas sortir de ce cadre légal. Même si on recommande bien sûr avant chaque activation de pouvoir contrôler l'asset pour être sûr qu'on n'envoie pas quelque chose qui n'est pas forcément pertinent. Bien sûr, beaucoup plus de personnalisation. Le chiffre de personnalisation de plus 20 points, c'est le taux de personnalisation par rapport à une entreprise ayant un niveau de maturité plus modéré sur les sujets. Et ce chiffre, on l'a récupéré sur 650, auprès d'une enquête qu'on a fait auprès de 650 marketing exécutifs qu'on a réalisé en 2023. Et bien sûr, plus de rentabilité et d'optimisation. Le fait de pouvoir avoir des assets qui sont facilement accessibles et facilement identifiables, eh ben, ça permet d'avoir beaucoup plus de réutilisation d'assets. Et on a notamment un chiffre de plus 25% d'assets réutilisés. Je vois les questions, j'ai déjà très envie d'y répondre, mais je vais attendre la fin. Il nous reste quelques slides.
On aime bien dans ce genre de présentation pouvoir vous partager pas mal d'aspects de démo, mais nous n'avons pas énormément de temps, donc on voulait juste vous montrer 2 visuels qu'on trouve assez pertinents pour vous montrer en gros la simplicité et les résultats que peuvent permettre les outils de génération de contenu grâce à l'IA générative. On vous a mis un cas de Nike où vous pouvez voir que grâce à une solution, là c'était pour leurs chaussures Pegasus, si je ne me trompe pas, et ben on a juste à intégrer en gros le prompt et comment on veut que cette chaussure soit mise potentiellement dans un fond d'écran. Et en appuyant sur le bouton Generate, et ben on va avoir l'ensemble des visuels qui vont être proposés dans une multitude de variations et qui vont être automatiquement recadrés, adaptés au bon format pour nos activations marketing. Et si on veut changer un peu le design, avoir un design un peu plus vintage, avoir un design un peu plus épuré ou un peu plus chic, et ben on peut aussi modifier ça très facilement. On nous propose plein d'options directement via les solutions. Et c'est ce que vous voyez par exemple à droite, où on avait par exemple une voiture qu'on avait décidé d'adapter à plein de formats différents directement avec quelques clics grâce aux options que nous proposent les outils d'IA générative. Pour conclure, on voulait vous partager les quelques leviers clés en gros pour se lancer. En fait, vous l'avez compris, et je vois d'ailleurs pas mal de questions liées à ça. Est-ce qu'on parle que d'IA générative? En fait, non, là, on ne parle pas que d'IA générative. On parle de l'ensemble du processus qui vous permet de générer du contenu, de le stocker et de l'organiser pour l'activer de manière plus personnalisée. Et donc, en gros, pour se lancer sur ce qu'on appelle une factory ou une supply chain de vos contenus, eh bien, il faut travailler sur plusieurs leviers différents. Un des leviers qu'on a vu, c'est par exemple workflow et gouvernance, être capable d'avoir des process de travail avec vos équipes pour que les briefings et les validations des assets se fassent de manière organisée et optimale. Il y a bien sûr toute une partie technologie où il y a plusieurs éditeurs de solutions qui permettent de vous équiper sur ces différents outils. Il y a toute une partie automation. Quand on parle de processus end-to-end avec de la génération jusqu'à de l'activation, eh bien, il faut de l'automatisation qui va notamment être alimentée grâce à l'IA et surtout grâce à l'IA générative au début de cette chaîne de valeur du contenu. Et ensuite, la dernière partie, c'est la partie agence externe, offshoring ou agence interne. Et en fait, ce qu'on remarque, et c'est d'ailleurs un cas qu'on voit avec Thomas qui vient d'arriver. Bonjour à tous, désolé pour le retard. Ce qu'on remarque, c'est qu'on sent une tendance dans les entreprises et elles commencent petit à petit à internaliser leur capacité de création pour limiter leurs coûts, parce que grâce à ces outils d'IA générative, elles sentent qu'elles peuvent, un, faire des économies et deux, avoir un peu plus d'ownership sur la cadence et la variété des différents assets digitaux qu'ils veulent générer. Je vois qu'il est 12h08, donc on arrive à la fin de notre présentation. Merci à tous pour votre attention et avec Thomas, on va répondre à vos questions. Donc, alors, je vois une première question de Edouard qui nous dit « Avec qui vous travaillez pour créer ce DAM ?» Alors, il y a une quinzaine d'acteurs phares sur le marché pour créer ce DAM, mais nous, l'acteur principal avec lequel on travaille, c'est Adobe qui propose un DAM qui s'appelle Adobe Experience Manager Asset. Et en fait, dans la question, il y a marqué avec qui on travaille pour créer ce DAM. En fait, on ne crée pas vraiment le DAM. Le DAM est déjà créé. Et en gros, l'accompagnement d'un prestataire externe va consister à implémenter ce DAM et ensuite assurer potentiellement sa gestion, sachant que l'implémentation, en gros, se fait de manière assez personnalisée parce qu'il y a beaucoup de capacités technologiques. Donc, il faut choisir celle qu'on veut pour que ce soit le plus pertinent. Thomas, n'hésite pas à prendre des questions si on a certaines que tu trouves pertinentes. Il faut combien de temps pour maîtriser ce DAM? Par exemple? Alors, maîtriser, ça va dépendre du projet, ça va dépendre
des features qui vont être sélectionnées par nos clients. Nous, ce qu'on fait, au-delà du benchmark de solutions et de la recommandation, c'est aussi de l'intégration. Voilà, il faut savoir qu'en fonction des solutions, un MVP d'un DAM, c'est environ 4-5 mois d'intégration en comprenant une première phase de design. Et tout ça, bien sûr, dépend de ce qu'il y a dans le scope et de la solution finale. Mais voilà, c'est un projet de MVP. Hein. Je souligne bien le fait que ce soit du MVP. Pour du DAM, c'est environ 4-5 mois à moduler, bien sûr. Sachant que dans ces 4-5 mois, il y a des phases de formation et d'adoption. Donc, ça veut dire que combien de temps il faut pour maîtriser ce DAM. En gros, implémenter plus maîtriser ce DAM, il faut compter, pour voir un peu large, 6 mois, par exemple. Je vois une question de Arthur qui dit c'est donc un outil pour accompagner les humains et les créatifs ou pour les remplacer? Alors, ce n'est pas un outil pour remplacer les humains, c'est un outil pour les accompagner. C'est des outils qui vont leur permettre de gagner en efficacité et d'aller au-delà dans leur travail. Donc, par exemple, pour les créatifs, ils vont pouvoir garder cette fibre artistique, mais ils vont pouvoir aller beaucoup plus loin quand ils vont designer, par exemple, un contenu spécifique. Ils veulent maintenant voir quelles sont les top 15 variétés qu'ils peuvent faire pour les top 15 campagnes qui vont venir et ils veulent que ce soit adapté au bon format. Et bien, ils vont pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Donc, en gros, ça va juste les aider à minimiser les tâches qui sont fastidieuses pour se focaliser sur leur cœur de métier, qui est la créa. Pour compléter, nous, quand on parle de la de la marketing content factory, on parle de démocratisation du contenu. Voilà, comme le dit Antoine, l'idée, c'est de libérer du temps aux créatifs, parce qu'on parle dans la question là, accompagner les humains et les créatifs. Grâce à ces solutions, on leur libère du temps pour que eux, les créatifs, se concentrent sur des tâches à forte valeur ajoutée, pour faire de la direction artistique, par exemple, pour aller plus loin sur sur le côté design et branding, et ne plus se consacrer à du reformatage, du cropping. Voilà, tout ça peut être fait de manière intelligente et automatisée avec ces solutions. Donc, on parle bien d'accompagnement. Je vois une question de Maude qui a reçu plusieurs likes et qui nous demande comment êtes-vous organisé en interne, staffing, plan, expertise, pour délivrer l'ensemble des prestations de la Capability Roadmap. Effectivement, comme on vous l'a montré, la Marketing Content Factory, c'est un process assez transverse. Et donc, un des points qui est clé quand on travaille sur ce genre de concept, c'est premièrement de pouvoir avoir quelques ressources qui ont une vue d'ensemble sur le process et qui sont capables d'orchestrer au mieux les différentes activités. Et nous, le réflexe qu'on a quand on travaille avec nos clients, c'est de souvent partir du besoin métier et du besoin des clients finaux pour être sûr que derrière, ce qui va être généré en amont soit pertinent. Donc, ça veut dire qu'on va avoir plusieurs équipes. On a bien sûr une équipe créa qui est soit une agence externe ou soit avec des capacités internalisées. Il va y avoir quelques profils qui vont devoir gérer le DAM. C'est rarement leur seule fonction, mais en tout cas, c'est important d'avoir des profils qui ont la responsabilité du DAM pour vérifier que les contenus soient bien organisés, et des équipes qui vont être en charge d'activer directement ces contenus via des campagnes marketing personnalisées. Et souvent, les personnes qui vont mesurer la performance des contenus, c'est aussi les personnes qui vont activer directement le contenu. En termes d'organisation, il y a un point organisationnel qui est assez important et qu'on arrive à utiliser via certaines solutions d'optimisation des processus et des tâches, mais surtout sur le début de la chaîne de valeur de la Marketing Content Factory. C'est tous ces créations de projets, de briefing et d'approbation des assets qui est très important. Et souvent, on essaye dans ces processus de mettre plusieurs parties prenantes de plusieurs équipes différentes pour que le métier puisse parler aux équipes créa et identifier concrètement le genre de typologie d'assets dont ils ont besoin pour pouvoir avoir des activations marketing personnalisées. La question qui est posée est assez large, on pourra en parler des heures. Je ne sais pas si ça répond avec suffisamment de précision, mais en tout cas, on reste disponible pour échanger un peu plus sur ce sujet. Est-ce que tu as une question en tête, Thomas? Non, pas forcément, celle que tu veux. Peut-être celle-ci.
Il y a eu plusieurs, sans prendre une question en particulier, il y a eu plusieurs questions sur les solutions qu'on a utilisées. Donc, Antoine a déjà répondu sur la partie DAM. On est agnostique, on parle, même si on travaille pas mal avec Adobe, sur la partie DAM. Sur les autres typologies de solutions, Antoine a dû vous montrer la slide où on voyait apparaître les 5 grandes étapes. Typiquement, sur de la création de contenu, il y a déjà plein de GenAI sur le marché. Nous, on a l'habitude d'utiliser, on a eu de l'expérience déjà sur celle d'Adobe. Adobe étant le leader, on le sait, sur la partie créa, les outils de créa, notamment sur Adobe avec des solutions comme Adobe Express, la suite créative, etc. Il faut savoir que la GenAI qui est derrière tous ces outils-là, c'est Adobe Firefly, qui est une GenAI assez puissante. On a notamment fait pas mal de POC pour nos clients là-dessus, et qu'ils ont réussi à infuser dans l'ensemble de leurs solutions de créa, notamment Adobe Express, qui est aujourd'hui la solution clé en main et qui permet d'avoir ça sur étagère disponible chez les clients. Sur les autres briques, sur la partie activation, chez Deloitte Digital, on est présent sur la grande majorité des outils d'activation, sur du Adobe, sur du Salesforce, sur les autres, en particulier Salesforce et Adobe quand même. Pareil pour les e-commerce, on fait du Shopify, on fait les CMS, on est assez large aussi. Et enfin, sur la partie workflow analytics, c'est assez large. On est capable d'intégrer toutes les solutions d'analytics, en particulier celle d'Adobe, celle de Google. Et sur la partie workflow, il faut savoir que Adobe pousse également une solution qui s'appelle Adobe Workflow, et qui s'intègre parfaitement dans une marketing content factory. Je vais prendre une question qui vient d'arriver. Si une entreprise a plusieurs marques, donc plusieurs chartes graphiques, il faut donc autant de DAM. Alors, non, pas nécessairement. En fait, dans votre DAM, un DAM, c'est une bibliothèque de contenu, mais c'est une bibliothèque de contenu que vous allez pouvoir organiser et séquencer d'une manière assez précise. Donc, vous pouvez très bien choisir en gros, catégoriser votre DAM en fonction de différentes chartes graphiques et différentes règles que vous voulez appliquer. Je vous donne un exemple concret. On travaille en ce moment avec Thomas pour un acteur de l'entertainment audiovisuel. Et eux, pour le coup, ils ont plusieurs filiales avec un branding qui est spécifique. Et on travaille notamment sur un sujet de DAM avec eux. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un DAM unifié pour toutes les régions. Ils ont 9 ou 10 régions et qu'on séquence par typologie, par filiale, pour être sûr que ce soit cohérent avec l'image de marque de chaque filiale. Je regarde s'il y a d'autres questions. On va prendre encore une minute. Et en attendant, juste pour compléter sur la question précédente, on peut faire plein de choses différentes. On peut avoir un DAM par marque. On peut avoir, nous, là, quand même, la recommandation en fonction des besoins business du client. Dans une idée de rationalisation et de centralisation de tous les assets, c'est d'en avoir un seul. Et justement, aujourd'hui, la tendance, la bonne pratique sur le marché, de manière agnostique de l'industrie, eh bien, ça reste d'avoir une image de marque niveau groupe en général. Et même du point de vue opérationnel, d'avoir un DAM centralisé avec tous les assets dedans, opérationnellement, c'est beaucoup plus intéressant. On peut faire du reuse intramarque. On peut faire des variations de contenu d'une marque à l'autre pour essayer d'adapter, pour avoir une image de marque globale, cohérente, etc. Donc, on peut tout faire. On peut pousser un écosystème DAM complexe. Mais l'idée, la bonne pratique, quand même, c'est d'en avoir un centralisé. Oui. Je vois une question. Est-ce que est-ce que c'est une IA qui gère cette bibliothèque, donc ce DAM, ce Digital Asset Manager? Alors oui, c'est l'IA qui gère, mais en partie. En fait, l'IA, sa principale fonction au sein du DAM, ça va être une fois que tous les assets arrivent, et on parle de centaines de milliers, voire de millions d'assets, elle va automatiquement leur mettre des tags. Donc en fonction du niveau de performance de ce DAM, on peut avoir des tags qui vont aller très très loin et qui vont être d'une précision assez remarquable et les ranger automatiquement dans les bons dossiers. Et donc ça, c'est l'IA qui va le faire. Et en fait, un humain ne pourrait pas le faire parce que sinon, ça lui prendrait toute une vie de ranger l'intégralité de ses assets, sachant que ça peut être aussi un peu évolutif selon les thématiques qu'on a envie de faire ressortir. En revanche, quand on a envie d'utiliser le DAM pour mesurer sa performance ou par exemple
vouloir peaufiner un petit peu plus son asset en utilisant les capacités de GenAI qui sont inclus au DAM, et ben dans ce cas-là, c'est un profil métier qui peut directement le faire pour faire une analyse particulièrement précise. On a une question, mais on va peut-être laisser Nicolas répondre directement, qui vient d'arriver. C'est quelle solution utilisez-vous pour afficher les questions des participants au milieu de l'écran? Eh bien, c'est une excellente question, puisqu'en plus, les webinaires, ça fait partie du marketing, du content marketing. Et donc, la solution que nous utilisons, vous l'avez dans l'adresse de votre browser. Donc, c'est getcontrast.io, qui est une solution de webinar et qui permet du coup cet affichage très sympathique, justement, et très agréable des questions. Je tenais à vous remercier, Thomas et Antoine, pour cette super conférence, puisque on le sait bien, hein, le contenu est au cœur des stratégies marketing. Mettre en place une content factory et même des content factory au sein d'une marque, c'est souvent un gros enjeu avec une forme de complexité, on ne va pas se mentir. Et là, vous nous démontrez qu'avec les bonnes technologies, les bons outils et avec l'IA générative, eh bien, on peut mener une content factory qui vise une ultra personnalisation des campagnes. Donc, un grand merci à vous deux pour cette conférence.